On commence ce Lex Inside, on va parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026. On va décrypter les enjeux avec mon invité Pauline Dumortier, consul chez Avanti Avocat. Pauline Dumortier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va aller au cœur de ce projet en détail, on va voir les différentes propositions, les enjeux, mais avant toute chose, un point de vue général, quel est votre sentiment sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026? Alors, le premier constat à faire relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2026, c'est que comme tout projet de loi de financement, il poursuit la finalité de maîtriser les dépenses sociales et de santé en déterminant des dépenses et des recettes. De ce point de vue-là, on est sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale plutôt classique. Après, bien entendu, on peut débattre des mesures qui sont prévues pour permettre le financement de la sécurité sociale. Là où on a une originalité, c'est plutôt lié au contexte politique dans lequel il s'inscrit, étant donné que habituellement, les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont portés par des gouvernements qui ont la majorité à l'Assemblée nationale. Et là, on est sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a des mesures de consensus. On en parlera tout à l'heure avec la suspension de la réforme des retraites. Et on l'a vu également, on a eu un projet de loi de financement de la sécurité sociale déposé, puis une lettre rectificative. Donc son originalité est qu'on a des mesures de consensus qui sont présentes dedans et qui en font un projet différent des précédents pour cet aspect-là. Alors, parmi les mesures, il y a une taxe sur les organismes complémentaires. De quoi s'agit-il? Alors, il est envisagé par ce projet de mettre en place une contribution qui serait instituée au titre de l'année 2026 uniquement et qui serait payée par les organismes complémentaires. Quand on parle des organismes complémentaires, c'est les organismes assureurs, donc les mutuelles, les institutions de prévoyance et également les sociétés d'assurance régies par le Code des assurances. C'est une contribution donc qui serait, en tout cas qui aurait pour assiette l'ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes assureurs au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire. La contribution a un taux de 2,25%, alors initialement 2,05 qui a été augmenté à 2,25% par la lettre rectificative. Et le produit de cette contribution, en tout cas aujourd'hui, il est envisagé que ce soit affecté pour 2,05% à la branche maladie et pour 0,2% à la branche vieillesse. Néanmoins, alors, elle est présente dans le projet de loi de financement. Toutefois, elle fait beaucoup débat, elle est beaucoup discutée et dans le Pourquoi? cadre alors, notamment parce qu'il y a la question de se dire: «Est-ce qu'aujourd'hui c'est une taxe, en tout cas, qui est justifiée?» Et notamment le débiteur, qui sont les organismes complémentaires, ça interroge sur le fait de savoir est-ce que c'est vraiment eux qui doivent être les débiteurs de cette contribution? Avec la question qui est: est-ce que ça ne va pas se répercuter, aux fins des fins, sur les assurés? Mais en tout cas, elle interroge. Il y a des amendements qui sont intervenus pour la supprimer, donc elle pourrait ne pas figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale si on arrive à la fin des débats parlementaires. Alors, autre mesure envisagée par ce projet, c'est la réforme du forfait social. De quoi s'agit-il? Alors, déjà, pour rappel, le forfait social, c'est une contribution à la charge de l'employeur sur les revenus d'activité. Elle est prévue donc pour les revenus d'activité donc qui vont être soumis à CSG, mais qui vont être exonérés de cotisations de sécurité sociale. Aujourd'hui, on a tout un ensemble de revenus d'activité qui sont concernés par le forfait social. Toutefois, il y a une refonte complète des textes relatifs au forfait social envisagés, d'une part pour les clarifier, mais d'autre part également pour venir prévoir que de nouveaux revenus d'activité vont être concernés. Et on a notamment parmi les sommes en tout cas qui vont être concernées par une contribution à hauteur de 8%, les titres restaurants et également les activités sociales et culturelles du CSE, en tout cas en l'état du projet. Alors, la mesure phare de ce projet, c'est évidemment la suspension de la réforme des retraites. C'était une condition pour que le gouvernement tienne. Qu'est-ce qu'il y a dans cette suspension de la réforme? Jusqu'où va-t-on? Qui est concerné? Tout à fait et c'est une très bonne question étant donné que quand on a le terme suspension de la réforme des retraites, on se dit: «Mais toute la réforme des retraites va être suspendue», alors que non, ce n'est pas le cas étant donné que
La réforme des retraites de 2023, réforme Borne, elle est intervenue sur de nombreux aspects. On a des régimes spéciaux qui ont été supprimés, on a eu le décalage de l'âge légal, on a eu également des refontes du cumul emploi-retraite, de la retraite progressive. Donc on a tout un tas de mesures et aujourd'hui quand on parle de suspension, et le terme de suspension lui-même doit être pris en tout cas avec vigilance, en fait on ne parle que de deux mesures. C'est d'une part le décalage de l'âge légal, donc avec la réforme Borne qui passait de 62 à 64 ans, mais également l'allongement de la durée d'assurance qui progressivement passait de 170 trimestres à 172. Au final, quand on parle de la suspension de la réforme des retraites, on ne parle que de ces deux mesures. Et plus précisément, aujourd'hui, ce qui est prévu par l'article 45 bis de la lettre rectificative qui est intervenue relatif au projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est plutôt un décalage du calendrier tel qu'il était prévu initialement. Concrètement, ce qui était prévu par la réforme Borne, c'est qu'à partir de la génération née en septembre 1961, on avait un décalage de l'âge légal qui passait progressivement de 62 ans à 64 ans, avec un décalage par génération de 3 mois. Concrètement, on est né en septembre 1961, on partait à 62 ans et 3 mois. On était né en 1962 à 62 ans et 6 mois, et ainsi de suite, pour atteindre 64 ans pour la génération 1968. L'article du projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à retravailler ce calendrier. Toutefois, il est toujours prévu un décalage progressif à 64 ans. On a C'est juste qu'on décale. C'est juste qu'on décale, notamment pour une génération, qui est la génération 64, la génération des personnes nées en 1964. Ces personnes auraient dû partir à la retraite à 63 ans. On leur indique que ce sera 62 ans et 9 mois, et donc ça décale nécessairement toutes les générations postérieures. Alors, autre point important de ce projet de loi, c'est la participation forfaitaire et les franchises médicales. Concrètement, le projet de loi modifie les règles de participation forfaitaire et les franchises médicales, mais quels sont les actes qui sont concernés? Alors, il faut distinguer les deux. Pour les participations forfaitaires, aujourd'hui, c'est les actes et consultations effectués par les chirurgiens-dentistes qui vont être concernés par ces participations forfaitaires. Pour les franchises, il y a une volonté d'aligner le régime des franchises des dispositifs médicaux avec celui des médicaments. Donc, c'est les deux mesures, en tout cas principales en matière de santé, et en complément, dans ce contexte global en matière de santé, on a également la question des arrêts de travail qui est aussi traitée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et qu'est-ce qu'il dit sur ce point? Alors sur ce point, en fait, il y a un constat qui est fait depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une dérive des arrêts de travail, en tout cas une augmentation des arrêts de travail qui est constatée d'un point de vue statistique. Et il y a une volonté, en tout cas, de ne plus permettre, notamment, que des arrêts de travail puissent être prescrits par visio, par télémédecine, et notamment de réduire les durées des arrêts de travail qui peuvent être prescrits par les médecins, en prévoyant qu'en hôpital, ce sera 30 jours maximum et 15 jours pour un médecin de ville, avec obligation d'aller renouveler. Et dernier point de ce texte, c'est le report de la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique hospitalière. Tout à fait. Alors, c'est un point important. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que donc, on a eu une réforme globale de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Pour la fonction publique d'État, c'est déjà bien avancé. On a les textes. La fonction publique territoriale, on a une proposition de loi qui est actuellement en étude, et on avait pour la fonction publique hospitalière, on devait avoir en tout cas une réforme pour le 1er janvier 2026, et au final, aujourd'hui, il y a une proposition de report pour 2028 pour des raisons qui sont des raisons de temps. Au final, on se rend compte en pratique qu'on est sur un timing qui est trop court pour 2026. On va conclure là-dessus. Merci Pauline Dumortier. Je rappelle que vous êtes consul chez Avanti Avocat. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va s'intéresser à un autre sujet important, le devoir de vigilance.